nous accueillons Chani de l'association Calawet. Et Chani, en fait, m'a confié que c'est un surnom qui lui a été donné il y a plus d'une vingtaine d'années par les Thaïlandais, qui veut dire gibbon en thaïlandais. C'est bien ça. Chani a monté est à Bornéo pour vraiment lancer énormément, il va vous en parler, beaucoup de protections des singes et des gibbons, a monté cette association, a monté des centres, des centres privés pour travailler sur leur protection. Donc vraiment, on va passer 1 heure avec lui. Vous allez passer 1 heure avec lui. Et il va vous raconter un peu toute son aventure et pourquoi il lutte pour la défense des gibbons et tout le travail qu'il fait. Et ensuite, vous aurez la possibilité, il y aura tout un échange questions-réponses. Et puis ensuite, il y aura une dédicace de livres. Il vous en parlera tout à l'heure, mais on vous reparlera de cette dédicace une fois qu'on aura terminé le débat et on vous y emmènera. Voilà. Je passe la parole à Chani qui va passer une bonne heure avec vous. Bonjour à tous, vous allez bien? Bon, moi aussi. Je suis très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui. Donc je vais vous raconter tout ce que je fais à Bornéo, un petit peu mon histoire, la genèse de tout ça, et surtout la manière dont on travaille sur place en Indonésie pour sauver un maximum. C'est vraiment le message que je vais essayer de vous faire passer aujourd'hui. Mais il y a forcément une histoire. Ça fait 21 ans aujourd'hui que je suis en Indonésie. Et l'histoire commence, une des pierres en tout cas de cette histoire commence en 1994. Je suis au collège, dans le sud de la France, petit village, Fayence, dans le Var. Et en fin de journée, la proviseure de ce collège me demande de venir dans son bureau. Et donc, un peu intimidé, je vais dans le bureau de la proviseure et qui me dit, en gros, écoute, Aurélien, puisque je m'appelais encore comme ça à l'époque, tu dis de partout, tu dis à tes professeurs, en début d'année, tu écris sur la petite fiche où on doit se présenter, vous savez, en début d'année, où on écrit aussi ses rêves, ce qu'on veut faire plus tard, tu écris toujours que tu veux sauver les singes. Il faut que tu redescendes sur Terre, on ne vit pas en sauvant les singes, c'est pas vrai. Donc, il faut que, un petit peu, son message, c'était, faut que tu oublies tes rêves. C'est pas possible, faut que tu redescendes sur Terre. Et à ce moment-là, donc j'ai un peu cette tête-là. Je dis non, c'est pas possible. Et peut-être qu'elle aurait plus apprécié si, dans cette petite fiche, je lui avais dit, bah, écoute, moi, je veux devenir un businessman de l'agroalimentaire. On aurait dit, peut-être, ce gamin, il a beaucoup d'ambition. Il veut déjà... en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti à l'époque. Évidemment, ça ne m'a pas du tout découragé. Et 25 ans plus tard, cette même proviseure du collège, elle est forcément à la retraite, je pense, maintenant. Et je pense que le dimanche après-midi, elle se dit, ou elle a peut-être déjà vu que d'abord, j'ai créé le plus grand programme de réhabilitation des gibbons. Et puis je pense que comme elle est à la retraite, le dimanche, elle n'a pas grand-chose à faire, donc elle regarde Michel Drucker. Et là, elle est peut-être tombée sur une de mes chroniques à Calawet où j'explique que je sauve les gibbons. Et c'est un petit peu ma revanche, mais tout ça pour vous expliquer que ça n'a pas toujours été facile, parce que quand on sort du lot, ou qu'on a des envies ou un parcours, une passion très très forte, on est un peu vu comme un alien. On n'est pas forcément... Si j'avais arrêté à chaque fois que quelqu'un m'a dit « Non, ça va, redescends sur Terre, ça ne marche pas comme ça », mais je ne serais pas là aujourd'hui à vous présenter mon travail en Indonésie. Et ça, c'est ma tête maintenant. Donc mon parcours. D'abord, je parlais de l'école, du collège. Donc, parcours classique, un bac scientifique, une licence en psychologie et éthologie. Ensuite, un master en écologie des populations, c'est très fréquent chez les personnes qui travaillent en conservation. En 2003, une thèse de primatologie sur l'apprentissage social des microcèbes, un petit lémurien. Et puis en 2005, l'obtention d'un poste dans un laboratoire de primatologie.
arrivé à quoi? Un job bien payé. Alors vous imaginez très bien que ce n'est pas du tout mon parcours. C'est le parcours classique de toute personne qui aujourd'hui souhaite travailler avec les singes. Le mien n'a rien à voir. Du tout. En 1996, je publie un petit livre d'observation sur les gibbons. À partir de quoi? À partir de plusieurs années, presque 5 ans, en parc zoologique, à observer les gibbons. Quand j'ai environ 12 ans, je suis passionné par les singes. J'ai écrit déjà plusieurs lettres à un primatologue célèbre nommé Jean-Yves Collet, qui avait écrit beaucoup de livres sur les singes. Il avait participé à un film primé à Cannes dans les années 80 qui s'appelait Le Peuple singe. C'était un peu mon idole, j'avais envoyé plusieurs lettres, il ne m'avait pas répondu. Et au bout de la 7e, il avait daigné de me répondre. Il avait voulu me rencontrer. Donc enfin quelqu'un qui me prenait un peu au sérieux. Et il m'avait dit, écoute, si tu veux un premier contact avec les singes, bah va dans un zoo. Qu'est-ce qu'il pouvait me dire d'autre? J'avais 12 ans. Donc je suis allé dans le sud de la France, près de chez moi, où il y avait un parc zoologique. Et parmi tous les singes présents dans ce parc zoologique, il y avait les gibbons. Et avec mes yeux d'enfant, j'ai vu des singes qui semblaient tristes, pas bien, toujours tout seuls. Donc je ne suis pas tombé amoureux des gibbons dès le début. C'était de la curiosité surtout. C'était qu'est-ce qui se passe dans leur petite tête? Pourquoi ils semblent dans cet état? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc pour essayer de trouver des solutions, il faut comprendre. Donc j'ai demandé au directeur du parc est-ce que je pouvais rentrer tous les mercredis dans son parc, simplement m'asseoir devant la cage des gibbons pour les observer. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Ensuite, dans une démarche extrêmement prétentieuse, j'ai dit je vais écrire un petit livre et je vais expliquer aux gens comment on doit s'occuper des gibbons. Et dans ce livre, donc là on me voit, je dois avoir 14 ans, avec un gibbon Digit que j'affectionnais tout particulièrement à l'époque. Grâce à ce livre, je passe notamment le bac en 97, et notamment quand je suis au lycée, grâce à ce livre, des articles dans la presse sont faits sur ce gamin qui passe son temps avec les singes au lieu de jouer au football avec ses copains. Le gamin un peu étrange. Et grâce, encore une fois, à ce livre, il y a des articles dans la presse, et ces articles dans la presse surtout disent que moi j'ai envie de sauver les gibbons, les vrais, les sauvages, ceux qui se trouvent dans la nature. Et la comédienne Muriel Robin tombe sur un de ces articles, et c'est comme ça qu'un jour, en rentrant du lycée, je reçois un coup de téléphone de Muriel qui me dit « Écoute, tu veux sauver les gibbons? Eh bien tu pars, je vais t'aider. » Et c'est comme ça que je pars en repérage en 97 en Thaïlande. J'ai 17-18 ans, et je rencontre pour la première fois les vrais gibbons, les sauvages. Pour moi, c'est un cataclysme parce que ça n'a rien à voir avec les gibbons que j'ai pu observer dans les parcs zoologiques, leur comportement, leur écologie. Je me rends compte que je dois tout réapprendre. Et surtout, ça me prépare à un autre départ, parce qu'après 3 mois passés en Thaïlande, je rentre en France, je rencontre Muriel pour la première fois sur Paris. Alors l'idée, c'était de lui expliquer ce que j'avais fait pendant 3 mois en Thaïlande. Mais entre-temps, surtout pendant le vol retour vers la France, je vois des articles de presse, et les titres de ces articles, c'est « Incendie en Indonésie ». On perd 2 millions d'hectares. Et c'est en 97-98. Et je me suis dit, oula, si je veux aider les gibbons, c'est là-bas, c'est l'Indonésie, où tout le monde est si concentré sur les orang-outans et tout le monde a oublié les gibbons. Donc j'arrive à Paris, je rencontre Muriel, et au lieu de lui expliquer ce que j'ai fait pendant 3 mois avec ses sous quand même, je lui explique que je veux repartir, et cette fois sans billet de retour. Et c'est comme ça que je pars en Indonésie en 98. Et l'association officielle en Indonésie, née en 99. Alors après plus d'1 an de négociations avec les autorités indonésiennes, j'ai fait plusieurs repérages, j'ai passé énormément de temps à Jakarta, ça n'a pas toujours été facile parce que justement il n'y avait pas beaucoup de sous. Il a fallu tenir jusqu'au moment où j'ai pu obtenir des autorisations, un papier signé pour pouvoir enfin lever des fonds. C'est extrêmement compliqué d'aller voir des soutiens, des associations qui peuvent me financer si on n'a pas d'autorisation. Donc ça a pris son temps. Et en 99, pour la première fois, après avoir vu énormément d'animaux détenus en captivité dans les villages, gros problème de déforestation, vous l'imaginez, Kalawet naissait de manière officielle en Indonésie. Et là, j'ai la vie de mes rêves. Je réalise ce que je voulais faire depuis mon enfance, c'est-à-dire me battre pour les gibbons. Je n'imaginais pas que ça allait m'emmener dans un combat aussi large et que j'allais faire grandir une association comme Kalawet comme elle l'est aujourd'hui. Mais en tout cas, j'étais exactement là où je voulais être. Et ça, c'est le message le plus important. Et encore aujourd'hui, j'ai 40 ans et je suis exactement là où je voulais être quand j'avais 12 ans. Et heureusement que je n'ai pas écouté Madame la proviseure.
Et une question se posait aussi dans toute cette démarche. C'est recherche ou conservation? C'est étudier ou sauver? Pourquoi je mets ça en avant? Parce que lorsque je suis rentré de Thaïlande, j'ai passé quelques mois en France avant de repartir pour l'Indonésie. Et j'ai pu aller au centre de primatologie de Strasbourg, parce que j'avais écrit un livre sur les singes. Je me disais à l'époque encore, je veux devenir primatologue, parce que pour moi, la primatologie, c'était étudier pour sauver. Et j'ai pu être admis par un directeur de recherche à Strasbourg, malgré mon jeune âge, grâce à ce livre. Et à l'époque, j'avais travaillé avec des étudiants en thèse sur le macaque de Tonkeana. C'est un macaque qui se trouve à l'est de l'Indonésie, sur l'île de Sulawesi. Et c'était des études passionnantes. On travaillait sur l'apprentissage social de ces animaux, sauf qu'en même temps, ces animaux ils disparaissent de la planète à Sulawesi. Et pour moi, c'était une contradiction énorme. C'est-à-dire qu'on étudie des animaux, mais ils disparaissent en même temps. Qu'est-ce qu'on fait pour les sauver? Et très vite, ce directeur de recherche m'a dit, écoute, si tu veux sauver les animaux et que tu as les fonds, pars. C'est pas ici que tu les sauveras. Et ça a fait un vrai déclic en moi. Et j'ai compris qu'il y avait une vraie différence. Donc mon choix, vous l'imaginez, pour moi, était très facile. Donc j'arrive en Indonésie en 98. 98, l'Indonésie, j'ai entendu parler de la déforestation. Et à cette époque-là, on est encore beaucoup dans le bois. Le président Suharto a donné pour Bornéo 90% de la forêt à l'industrie du bois, dans la partie indonésienne de Bornéo. Et puis ensuite, cette problématique va se modifier parce que quand vous avez une forêt coupée pour l'industrie du bois, vous avez des coupes sélectives. Mais il reste encore quelque chose. Vous avez une biodiversité appauvrie, vous avez des routes, un accès facile, des populations animales fragilisées, mais elles sont encore là. Alors qu'au début des années 2000, l'exploitation du bois devient minoritaire pour la fièvre de l'huile de palme. Et là, c'est beaucoup, beaucoup plus grave. Encore aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle si une compagnie forestière obtient une concession. Parce qu'on sait que pendant 20-25 ans, ils vont dégrader, mais ils ne vont pas tout couper. Une compagnie d'huile de palme, elle fait une monoculture, il ne reste plus rien, comme vous pouvez le voir sur la photo. Évidemment, plus de gibbons et plus de faune du tout. À cause de cette déforestation massive dont je suis le témoin, évidemment qu'il y a énormément de gibbons qui sont capturés. Le profil du braconnier qui rentre dans la forêt et qui tue une mère gibbon, alors les gibbons sont monogames, fidèles, territoriaux. Quand on tue une mère gibbon, toute la famille disparaît pour des raisons territoriales, leur territoire va être volé par les autres gibbons. Mais ce profil du braconnier qui entre dans la forêt pour tuer une maman et capturer le bébé se fait de plus en plus rare. Aujourd'hui, la personne qui attrape le gibbon, c'est l'ouvrier de la compagnie d'huile de palme, qui au moment de la déforestation va attraper tous les animaux qu'il peut attraper pour se faire un petit plus. Donc tous les animaux adultes sont tués et les jeunes sont capturés pour être vendus comme jouets vivants. J'aime pas dire animaux de compagnie, donc j'utilise volontairement le terme de jouets vivants. Et c'est une vraie réalité. Donc tant qu'il y a de la déforestation, il y a énormément d'animaux qui se retrouvent sur le marché noir et des animaux à secourir. Donc énormément de gibbons. Mais aussi plein d'autres animaux. Là, vous avez un échantillon des espèces qui passent par Calauette, de l'orang-outan au serpent, à la panthère nébuleuse, au nasique. Tous ces animaux, encore une fois, ne sont pas capturés et volés de leur habitat. Ils sont capturés au moment où leur habitat est détruit. Donc extrêmement compliqué de les relâcher, puisque leur habitat a disparu. Alors qu'avant, on était dans ce qu'on appelle le syndrome de la forêt vide. Avant, on a une forêt où les animaux avaient été capturés, on pouvait tenter de repeupler ces zones. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Les actions concrètes, parce que c'est ça aussi qui me motivait. Je ne voulais pas être un simple témoin. Ça suffit, les grands discours, tout ça. Maintenant, quand je suis arrivé en Indonésie, voilà, j'étais en Indonésie, je suis à Bornéo. Qu'est-ce que je peux faire concrètement avec ma petite ONG? Les solutions, dans un premier temps, on peut faire des études sur la biodiversité, comprendre la situation, étudier. Des campagnes de sensibilisation, lever des fonds. On doit mettre aussi des programmes d'éducation pour les populations, construire des écoles. C'est important, vous êtes d'accord avec moi, qu'il faut inclure les populations, sensibiliser, lever des fonds et bien connaître la biodiversité.
Mais dans une situation d'urgence, et on est dans une situation d'urgence, est-ce qu'on n'a pas déjà assez d'informations? Est-ce qu'on sait déjà que lorsqu'il y a de la forêt, il y a de la biodiversité? Vous êtes d'accord avec moi? On n'a pas besoin d'être bac+5 pour savoir ça. Donc si on a l'opportunité de sauver la forêt, il faudrait peut-être y aller. Sauver cette forêt. Pas la peine de l'étudier encore une xème fois. Et ça, c'est aussi une de mes frustrations. Donc sinon, on va se retrouver dans un schéma où on va documenter l'extinction des espèces. La population des orang-outans, par exemple, vous avez quasiment tous les 2 ans un recensement qui vous dit on en a perdu tant. Puis 2 ans plus tard, une nouvelle étude, on en a perdu tant. Oui, ça va bien, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut prendre très au sérieux, évidemment, toutes les recherches et publications scientifiques sur la situation, sur les problématiques environnementales, évidemment. Mais à un moment donné, il faut s'en servir pour agir. Et ça, c'est ma volonté. Ensuite, lever des fonds, sensibilisation. Oui, mais pour qui, pourquoi et où? Cet été, l'Amazonie a brûlé, l'Indonésie a brûlé. Il y a eu d'énormes campagnes dans les médias pour sauver l'Amazonie, sauver Bornéo. Ok, l'Amazonie c'est très vaste, Bornéo c'est très vaste. Moi je veux entendre des noms de provinces, d'États même pour l'Amazonie, mais de provinces, de communes. On parle de quelle forêt, à quel endroit, quelle parcelle. Et là je commence à y croire. Parce que c'est extrêmement dangereux d'entretenir ce flou qu'on entend très régulièrement. Je l'entends depuis une semaine, depuis que je suis en France. On est habitué à ce discours. Sauver l'Amazonie, ça ne veut rien dire. Sauver Bornéo, ça ne veut rien dire. Si on est beaucoup plus précis avec vous, là, vous pouvez faire confiance. Mais sinon, on entretient un flou général et on peut se poser des questions. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et puis, face à l'urgence, encore une fois, toutes ces approches sont légitimes si on a le temps. Et vous êtes d'accord avec moi que malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps face à cette déforestation massive qui agit aujourd'hui, qui détruit maintenant. Et donc, si on arrive avec une démarche condescendante, on va apprendre aux populations locales à bien s'occuper de leurs forêts, évidemment que ça ne marche pas. D'abord, ils sont beaucoup plus sensibilisés que nous sur leurs propres forêts. Les populations Dayak sont extrêmement attachées à leurs forêts. Mais il y a une réalité économique. Vous pouvez être très attaché à votre forêt, mais dans un pays où vous voulez voir vos enfants aller à l'université, et vous n'avez pas forcément les moyens de les mettre à l'université, si vous avez l'opportunité de vendre votre parcelle, vous allez le faire pour avoir un petit pécule, pour mettre aussi un petit pécule de côté si jamais il vous arrive quelque chose de santé, enfin pour la santé, parce qu'il n'y a pas de couverture sociale. Tout ça, c'est la réalité du terrain. Et les acteurs de terrain auront ce discours-là avec vous. Quelqu'un qui n'est pas forcément sur le terrain vous dira « il faut sensibiliser les gens pour qu'ils arrêtent de chasser, pour qu'ils entretiennent eux-mêmes leur forêt ». Mais c'est complètement vivre dans un autre pays, pas celui de l'Indonésie. Et justement, on peut espérer un accord entre le gouvernement, les ONG, les populations locales. On le voit souvent ici sur le papier, sur des projets de conservation que j'appelle papier justement. Imaginez une situation idéale où tout le monde est d'accord. On va sauver la forêt. Les ONG sont d'accord, le gouvernement est d'accord, les populations locales sont d'accord. Je ne sais pas si ça marche de partout. Il y a peut-être un endroit où ça marche, c'est le pays des bisounours. En Indonésie, ce n'est pas comme ça. En tout cas, pas maintenant, pas tout de suite. Et la forêt, on la perd maintenant et tout de suite. Mais quand on fait ces actions de terrain, il y a une notion qui est extrêmement importante. Pour que ces actions soient concrètes et efficaces, la notion qui, moi, me tient le plus à cœur, et je m'en suis rendu compte avec les années, ce point commun que j'ai avec mes collègues qui se battent et qui font la même chose aux 4 coins du monde, c'est l'engagement. Alors vous allez me dire, évidemment que toutes les ONG qui vous parlent d'environnement sont engagées. Oui, certaines vous parlent de conservation depuis des décennies, des 50 ans, peut-être 40 ans. Mais l'engagement, c'est sur le long terme et sur une situation donnée. Je vous explique. Nous qui recevons des animaux, quand vous recevez un gibbon, vous savez, vous n'avez pas la certitude de pouvoir le relâcher dans 2 ans, dans 3 ans. Vous vous engagez sur le très long terme. Vous voyez à très long terme. Lorsque vous essayez de sauver la forêt, c'est aussi la même chose. Vous vous engagez, vous prenez vos responsabilités pour sauver et protéger sur le très long terme. Ce n'est pas une étude ou un projet sur 5 ans. Car beaucoup d'organisations travaillent sur une échelle de 5 ans. Et pour eux, c'est du long terme. Ça ne fonctionne pas. Mais la stratégie pour ça, on a l'engagement, on sait qu'on s'engage. Je suis parti en Indonésie avec 100 billets de retour.
j'y vis depuis 21 ans, mais il faut une stratégie. Qu'est-ce qu'on fait? Face à tous ces acteurs qui capturent les animaux, ces acteurs de la déforestation, on a des outils. Premièrement, si on parle des gibbons, dans la loi indonésienne, c'est un animal protégé. Ça, c'est déjà un outil. On a le moyen de convaincre les autorités de nous aider à confisquer des animaux. C'est une situation illégale. L'Indonésie a interdit depuis 1992 la détention de gibbons. C'est un animal protégé par la Convention de Washington. Ensuite, la réalité de l'Indonésie, et quelqu'un de terrain doit vous parler de ça, il y a de la corruption, il y a beaucoup des personnes très haut placées qui détiennent des animaux chez eux. Je me souviens que l'ancienne présidente Megawati avait un tigre chez elle, donc qui est aussi protégé par la loi. Donc comment on fait? Ben, si on n'a pas les outils, on peut les créer. Et à Calauet, on a créé la radio. Une radio qui s'est inspirée de ce que moi j'aimais écouter quand j'étais gamin. Quand j'étais gamin, j'écoutais Skyrock, Fun Radio. Et je me suis dit, si on veut toucher les jeunes à Bornéo, eh bien peut-être qu'on doit leur créer un média où ils s'amusent. Mais quelle que soit l'émission, quelle que soit l'heure de diffusion, on va diffuser des messages sur l'environnement, sur les gibbons, sur les animaux, sur le réchauffement climatique. Et c'est ce qu'on a fait à partir de 2004. Et jusqu'à aujourd'hui, cette radio existe, et met 24 heures sur 24, c'est une vraie radio commerciale indonésienne. Elle est leader dans la province centrale de Kalimantan. Et on a beaucoup d'auditeurs avec nous, donc ça c'est les studios. 5 à 10 000 auditeurs sur 24 heures. Donc ça veut dire que c'est plus un illuminé de Français à Bornéo qui essaie de sauver les gibbons, c'est tous ces jeunes qui nous écoutent et qui, lorsqu'ils sont face à un conflit entre faune sauvage et population locale, eh bien, ces gens vont nous appeler, ces jeunes vont nous appeler et on va pouvoir intervenir. Elle est leader. 60 à 70% des animaux qui arrivent à Calauet aujourd'hui le sont grâce à ces auditeurs. Et puis on est soutenu par des artistes, c'est aussi extrêmement important, parce que ces jeunes, ils n'en ont peut-être rien à faire des gibbons, rien à faire de la forêt. Eux, ils ont envie de s'amuser. Si c'est Chani à l'antenne qui dit « Sauver les gibbons », c'est bien. Si c'est Angoun qui le dit à Bornéo, évidemment, les gens vont tendre l'oreille. Et ça, c'est extrêmement important, pour avoir de la visibilité. Cette photo, elle commence à dater maintenant, mais j'aime bien la montrer parce que c'est la preuve de notre réussite. Ce chauffeur de pousse-pousse, dans une petite localité qui s'appelle Muara TV, dans la province centrale de Kalimantan, un jour je le croise et je vois sur son pousse-pousse, il y a marqué Calauet. Et donc je le rattrape et je lui dis « Mais pourquoi tu as écrit Calauet sur ton pousse-pousse » Et ce qu'il m'a répondu, il m'a dit « Ça fait bien ». Et là j'ai gagné. J'ai gagné, ça veut dire que sauver les gibbons, sauver la forêt, c'est cool, c'est bien. Et c'est vraiment le message qu'on veut faire passer et qui passe aujourd'hui à Bornéo. Et le deuxième centre que j'ai créé en Indonésie, dans l'ouest de Sumatra. Parce que toutes ces espèces de gibbons, ou la biodiversité en général en Indonésie, qui est le plus grand archipel au monde, tous ces animaux, ou ces espèces, sont toutes endémiques des différentes îles. Un gibbon de Sumatra est endémique de Sumatra, je ne peux pas le relâcher à Bornéo. Un gibbon de Bornéo était aussi endémique de Bornéo, je ne peux pas le relâcher à Sumatra. Et pendant très longtemps, les autorités de Jakarta confisquaient un animal à Jakarta. « Oh, c'est un gibbon, on l'envoie à Chani ». Je le recevais à Bornéo alors que ce n'était pas du tout une espèce de Bornéo. Donc, par la force des choses, j'ai dû monter une antenne à Sumatra. Donc là, c'est une vidéo, je ne sais pas comment vous la mettre. C'est une vidéo sur les infrastructures de Calauet, tout simplement pour vous donner une idée. Ah si, ça marche. Donc c'est simplement, ça c'est le camp à Sumatra. Ça c'est les volières types qu'on utilise, donc qui sont isolés dans la forêt, avec tous nos pensionnaires à l'intérieur. On n'est pas du tout ouvert aux touristes, on ne reçoit même pas de bénévoles. Tout est professionnalisé avec des soigneurs vétérinaires. Ça c'est la clinique vétérinaire à Bornéo. Ça c'est le centre qui se trouve aussi à Bornéo, sur le lébord du fleuve Barito. Donc voilà, toutes les infrastructures sont comme ça, isolées en forêt. Les animaux, les gibbons sont très territoriaux, donc on limite les contacts visuels entre les gibbons. C'est pour ça que les volières sont espacées les unes des autres dans la forêt. Et ça, c'est une de nos réserves, la réserve de Pararawen. Et aujourd'hui, on a énormément de gibbons chez nous. On a 371 gibbons dans nos différents centres. Il ne faut pas se vanter d'avoir autant d'animaux dans nos différents centres de réhabilitation. C'est plutôt la preuve d'un échec.
Il y a trop d'animaux qui arrivent et on ne sait pas trop où les relâcher. Parce que si on sait faire, on sait réhabiliter les gibbons. Comme ils sont très territoriaux, c'est extrêmement compliqué de leur trouver des sites de relâcher. Vous avez la forêt qui se réduit, les gibbons qui essaient de survivre dans une forêt déjà trop petite, et les gibbons sont déjà en train de s'entretuer entre eux dans cette forêt. Donc extrêmement compliqué d'en rajouter à l'intérieur. Donc on a plein de gibbons qui sont prêts à être lâchés, mais qui doivent toujours attendre en volière. Et dans les chiffres, la réhabilitation des gibbons, ce que je rêvais de faire quand j'étais gamin, dans les chiffres, c'est un échec. Parce que les gibbons qu'on reçoit, c'est ridicule comparé au nombre tués lors de la déforestation. Et le nombre relâché est encore plus ridicule. On n'est même pas à une soixantaine de gibbons relâchés, si on parle que des gibbons. Parce que justement, ils sont monogames et surtout très territoriaux. Ils ne se partagent pas une forêt plus petite. Dans un contexte de déforestation, c'est juste un casse-tête. Donc, notre mission dans ces grandes volières que vous avez vues isolées dans la forêt, c'est de leur donner déjà dans un premier temps une vie décente. On ne veut pas qu'ils se reproduisent en captivité. Donc, on gère, on les stérilise, mais on peut aussi faire en sorte qu'ils redeviennent capables de faire des enfants si jamais on était amené à les relâcher. Donc, c'est réversible. Mais ça, c'est un vrai casse-tête pour moi. On est toujours en flux tendu, on a toujours des animaux, on a une liste d'attente d'animaux où on sait où ils sont, mais ils n'ont pas été encore confisqués. Il y a encore, et tant que la déforestation continuera, cette liste d'attente continuera à être longue et on sera toujours en flux tendu. Il n'y a jamais une cage vide à Calaouette à cause de cette situation-là de déforestation. Et tous les autres animaux, parce que évidemment, ça n'aurait aucun sens de ne sauver que les gibbons. Si vous sauvez que les gibbons, et lorsque vous avez quelqu'un qui vient à votre centre avec un autre animal, avec un macaque ou avec une civette, et vous lui dites « Ah non, désolé, nous on s'occupe que des gibbons », c'est envoyer un message aux populations locales que ce qui est important, c'est uniquement les gibbons. Et ça n'a pas de sens. Moi j'en ai été la victime parce que quand j'ai essayé de créer Calaouette, ce qu'on m'a dit c'est « Pourquoi tu t'occupes des gibbons? Ce qui est important, c'est les orang-outans. » Alors que non, tout est important. Donc quand on est appelé pour intervenir sur d'autres animaux, on le fait. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a relâché beaucoup plus d'autres animaux que de gibbons. On a relâché des milliers de macaques crabiers. Certains, beaucoup détenus comme animaux de compagnie, sont des animaux sociaux, donc on arrive à faire des groupes et à les relâcher. Certains s'invitaient aussi dans des plantations. Là, on les attrape et on les relâche dans d'autres endroits. Là, ce sont des loris, le seul singe venimeux au monde. Un petit singe nocturne qui se met dans cette position lorsqu'il est embêté et qui va comme ça appliquer du venin qui se trouve sur une glande au niveau de leur coude sur leur canine avant de mordre. Et on les relâche. Des loris lents, là vous avez des serpents, pitons réticulés, des tortues. Ça, c'est une autre espèce de macaque qui nous fait plus de soucis. Le macaque à queue de cochon. Pourquoi? Parce qu'il est principalement terrestre, donc il se déplace beaucoup plus, il rentre en conflit beaucoup plus souvent avec les gens. Dans le passé, on a relâché plusieurs grands groupes et on doit les relâcher très très loin pour pas qu'ils rentrent en conflit encore avec les gens. Et lorsqu'on a relâché ces animaux, on utilise des hélicoptères pour aller au centre de Bornéo et on les lâche vraiment au cœur de Bornéo. Donc tous ces animaux ne sont pas suivis après le relâcher. On suit les gibbons, mais ce serait complètement ingérable de devoir suivre tous ces animaux parce que voilà, il y en a trop et il y a énormément à faire. Mais on fait un maximum en amont évidemment pour que ça se passe bien. Et avec ces animaux sociaux, c'est plutôt facile parce qu'on les relâche en groupe et donc du coup ils se complètent, ils s'imitent et c'est beaucoup plus facile sur des animaux qui savent très bien s'adapter comme les macaques. Là, ce sont des civettes. D'ailleurs, on vient de relâcher il y a 15 jours des varans, le nasique, endémique, ce singe aussi endémique de Bornéo. Qui est folivore, qui ne mange que des feuilles, prisé dans certains endroits pour sa viande, mais aussi lors des incendies, il se trouve complètement perdu à cause des incendies, de la cendre sur les feuilles qui le rend malade, et il s'invite dans les villages. Le problème, c'est que c'est un singe qui peut faire 30 kilos. Quand vous avez un grand mâle qui commence à sauter sur les toits en tôle des villageois, voilà, ça passe pas. Donc on y va, on anesthésie les animaux, et comme ce sont des animaux extrêmement fragiles, la plupart du temps, en 24 heures, ils sont déjà relâchés dans un autre endroit. Cobra royal en haut, chat du Bengale, des orang-outans. Comme il y a beaucoup d'organisations qui s'occupent des orang-outans à Bornéo, lorsqu'on reçoit des orang-outans, on l'envoie à ces organisations qui s'occupent des orang-outans, qui savent faire ça bien mieux que nous. En haut, vous avez une panthère nébuleuse, le plus gros félin de Bornéo. Là, ce sont des macaques qui viennent des îles Mentawai, à l'ouest de Sumatra. Et ça sont des espèces de langurs.
Et ça, est-ce que vous savez ce que c'est? Binturong, très bien. Donc on en a reçu plusieurs. Ça peut faire jusqu'à 17-20 kilos. Donc c'est quand même gros, ce qu'on appelle l'ours-chat. Donc énormément d'animaux. Et moi, ma politique, c'est le hashtag, pour être dans l'air du temps. ACRC, action concrète, résultat concret. Qu'est-ce qu'on fait? Pour un animal qu'on relâche, je dis même plus que c'est de la conservation. Relâcher une famille ou un siamang ou un gibbon. Mais par contre, à l'échelle de cet animal-là, c'est juste énorme. Il n'y a rien de plus concret. Un animal qui a vécu des années en captivité, le jour où il retrouve la liberté, à son échelle à lui, il n'y a rien de plus concret. Et là, on a gagné. Mais je ne vais pas vous faire un grand discours sur la conservation, on repeuple les forêts de Bornéo, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça concerne que quelques animaux, si on compare à l'échelle des animaux qui sont capturés. Mais on doit le faire parce que pour eux, lorsque la porte s'ouvre, d'abord c'est un plaisir personnel immense, je suis allé en Indonésie pour ouvrir des cages, mais en plus c'est extrêmement concret, donc ça me convient. Mais le problème à la base, c'est avant tout la déforestation. Tout ça n'arriverait pas si la forêt restait sur pied. Là au centre, vous avez une petite rivière, vous voyez, là où il y a quelques arbres. Donc cette rivière, par exemple, dans cette zone en particulier, on est près du village de Bouton. En aval de cette rivière, il y a un village qui dépend de la qualité de l'eau de cette rivière-là. Donc on a perdu la forêt, on a perdu les gibbons évidemment, mais surtout les villageois ont aussi perdu leur qualité de vie parce que l'eau est complètement polluée à cause du glyphosate, du Roundup et autres pesticides répandus dans les plantations de palmiers. Donc cette déforestation, qu'est-ce qu'on fait face à cette déforestation? Quelles sont les actions concrètes qu'on peut faire en tant qu'organisation sur place pour essayer de freiner à notre échelle cette situation-là? Encore une fois, il faut le rappeler. Est-ce qu'on a le temps? Ou est-ce qu'on est dans une situation d'urgence? Est-ce qu'on a 20 ans devant nous? Ou est-ce qu'on en a 5? On est dans une situation d'urgence, vous êtes d'accord? Donc il faut adapter notre réaction par rapport à cette situation d'urgence. Il faut arrêter les grands discours, les grandes théories de conservation qu'on a entendues depuis 20 ans, 30 ans. Il faut adapter notre réaction à la situation sur place. Et qui on a en face de nous? Quels sont les acteurs de la déforestation? Dans un premier temps, vous avez les compagnies. Donc c'est un des acteurs de la déforestation pour l'huile de palme. Vous avez des propriétaires terriens, des gens privés en leur nom qui vont acheter centaines, des milliers d'hectares en leur nom pour faire des plantations de palmiers. Même pas au nom d'une compagnie. Et c'est de plus en plus répandu dans la partie indonésienne de Bornéo. C'est aussi un des acteurs de la déforestation. Et vous avez un troisième acteur, à moindre mesure, mais c'est les populations locales, le petit paysan qui va défricher sa parcelle. Comparé aux deux premiers, c'est presque anecdotique, mais ça existe. Quels sont les liens entre eux? Le propriétaire terrien qui va acquérir, on va dire, 1000 hectares pour faire du palmier, il vend ses grappes à la compagnie qui est à côté. La compagnie a peut-être une concession de 20 000 hectares, mais en fait, elle récolte les fruits sur peut-être un terrain qui fait le double, parce que les propriétaires terriens aux alentours, lui, vendent ses grappes. Les petits paysans font aussi la même chose. Ils vendent aux compagnies alentours. Et très souvent, dans de très nombreux cas, ils sont même financés par la compagnie pour faire du palmier, pour encore une fois agrandir les concessions. Et si la compagnie travaille en dehors de sa concession, eh bien, elle n'a pas de responsabilité liée à la déforestation, etc. Si on vient la voir, elle dit « Ah, c'est pas nous, regardez, c'est les villageois ». Et c'est une situation qu'on rencontre à Bornéo. Donc, ces acteurs de la déforestation, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'enrayer cette démarche? Qu'est-ce qu'on peut faire en face d'eux? Face aux compagnies, on peut faire des pétitions, on peut essayer de boycotter l'huile de palme, négocier avec le gouvernement, on peut dénoncer les propriétaires terriens, parce que vous savez qu'ils ne payent même pas d'impôts du coup, puisqu'ils font ça en leur nom propre, ce n'est pas une compagnie, ils font ce qu'ils veulent, on peut dénoncer ça, tenter de faire interdire cette pratique auprès des autorités indonésiennes. Et auprès des petits paysans, on peut faire de l'éducation, de la sensibilisation. Vous avez compris, avec mes précédentes slides, que je ne crois pas à tout ça sur du court terme. Il y a une chose qui est très importante, et ça vous concerne. Ça, c'est extrêmement important, que vous, qui consommez de l'huile de palme, vous continuez à exprimer votre mécontentement. Dire « on n'en veut pas ». Parce que les industriels là-bas sont inquiets de ce positionnement-là. Donc c'est extrêmement important de continuer, même si c'est parfois la dimension du symbole, mais c'est extrêmement important qu'au bout de la chaîne, le consommateur il dise « non, si j'ai une alternative,
je ne prendrai pas l'huile de palme. Mais pour le reste, si on se contente, c'est important de le faire, mais si on se contente simplement de dénoncer, d'essayer de faire du lobbying auprès des autorités indonésiennes, d'exercer une pression internationale, encore plus d'essayer de sensibiliser, éduquer les populations, encore une fois, c'est une réalité économique qui les rattrape, ce n'est pas une volonté de détruire, eh bien ça n'apportera rien. Et moi, j'associe ça souvent à ce que j'appelle le fantasme des écolos de salon. Vous savez, quand vous faites un dossier pour protéger quelque chose, tout le monde est d'accord avec vous. Parce que ce que vous mettez sur le papier, ça a vraiment du sens. Sauf que ce n'est absolument pas adapté à la situation sur place. Donc oui, il y a urgence. Et puis, on va vous dire aussi, parce que je ne l'avais pas noté dans les solutions, qu'il y a une solution. Elle s'appelle l'huile de palme durable. C'est la solution. On a une huile respectueuse de l'environnement, des populations locales, où on peut imaginer que les gibbons et les orang-outans vivent en toute quiétude. Est-ce que vous y croyez? Merci. Durable, si on part du principe qu'une plantation, même si elle a pris la place de la forêt, elle peut être durable. Si on admet ce concept-là, alors oui, vous avez de l'huile de palme durable, même si elle a généré de la déforestation. Aujourd'hui, faire une nouvelle plantation d'huile de palme, c'est obligatoirement prendre la place de la forêt. Donc, c'est vide vu. Ça n'a pas de sens. Et surtout, est-ce que c'est un outil pour lutter contre la déforestation? On parlait d'outils tout à l'heure. Est-ce que depuis l'existence de l'huile de palme durable, du fameux label RSPO, on a eu moins de déforestation? Non. La seule chose qui fait baisser la déforestation aujourd'hui à Bornéo, et c'est vrai qu'elle baisse, c'est simplement qu'ils arrivent au bout. C'est simplement que toutes les zones de plaine où ils peuvent faire de l'huile de palme ont été quasiment déforestées. Parce que dès qu'il y a un peu de relief, ça devient beaucoup plus compliqué pour les palmiers. Donc surtout, ne croyez pas à l'huile de palme durable. Alors, ces acteurs de la déforestation, ils ont des outils pour déforester. Et on doit s'inspirer de ces outils pour nous pouvoir agir. Si les compagnies obtiennent des concessions de Jakarta, Jakarta dit voilà, vous obtenez une concession de 15 000 hectares à Bornéo, la compagnie doit acheter les terrains avant d'exploiter, avant de déforester. Dans ces concessions, il y a plein de terrains de petits propriétaires, elle est obligée d'acheter les terrains avant de travailler. Donc ça veut dire que si un propriétaire dit non, eh bien, au milieu de la plantation, vous verrez un petit îlot de forêt parce que le villageois a dit non, c'est mon terrain, je n'ai pas envie de vous le vendre. Donc ça, c'est une obligation. Que fait le propriétaire terrien? Lui, il n'obtient pas de concession de Jakarta, mais il fait la même chose. Il achète les terrains pour détruire la forêt et faire ses plantations. Ce propriétaire terrien, il a une ambition de 1000 hectares, il va aller voir les villageois, il va acheter 1000 hectares. Et le petit paysan, lui, il est déjà propriétaire. Donc le point commun entre ces trois acteurs de la déforestation à Bornéo et à Sumatra, c'est la notion de propriété. Et c'est de là, je ne l'ai pas fait au début, mais avec les années, je me suis dit, c'est là la solution. Parce que la notion de propriété est forcément dans toutes les démarches de déforestation. On ne coupe pas un terrain qui appartient à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on fait quand on a pris conscience de ces outils? Eh bien évidemment, vous l'avez compris, on achète des terres. On utilise la législation indonésienne, on prend connaissance du plan d'occupation des sols, puisque on parlait tout à l'heure du flou, sauver l'Amazonie, sauver la forêt de Bornéo. Mais l'Indonésie, comme le Brésil ou tous les pays où il y a la forêt amazonienne, ils ont leur plan d'occupation des sols. Il y a des statuts des terrains. Il n'y a pas une forêt comme ça, vierge, avec un point d'interrogation qui n'appartient à personne. Donc avec cette étude du cadastre, on peut nous aussi se mettre dans la position du propriétaire terrien, acheter les terrains pour sauver la forêt. Mais il faut cette notion d'engagement. Encore une fois, pourquoi j'y reviens? Parce que quand je vais acheter les terrains, ou que je vais décider de protéger une zone, ce n'est pas pour 5 ans, ce n'est pas pour 10 ans. On ne se fixe pas de limite. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que si je lève des fonds pour acheter de la forêt, j'ai une responsabilité envers le donateur, sur une très longue durée. Donc c'est aussi un poids. Je dois rendre des comptes si jamais il arrive quelque chose à cette forêt, et c'est normal.
Mais il faut accepter cette notion d'engagement. Donc la première réserve et les premiers achats ont commencé en 2012. J'ai obtenu en 2012 la nationalité indonésienne, ça m'a aussi donné de l'assurance dans le processus. Et on a commencé à créer la réserve de Supayang, qui se trouve à l'ouest de Sumatra. C'est une zone de forêt de moyenne altitude, directement menacée par les coupes illégales. Pas forcément le palmier pour cette zone-là, mais par les coupes illégales pour le bois. Et c'est une forêt extrêmement importante pour les rizières des villageois, qui se trouvent au nord-ouest. Vous voyez les zones plus claires, ce sont des rizières qui ont besoin de l'eau des collines. Si la forêt venait à être coupée, eh bien les rizières seraient complètement sèches à la saison sèche et complètement inondées à la saison des pluies, puisque la forêt ne pourrait plus jouer son rôle d'éponge. Donc c'est extrêmement important, non seulement pour sauver tous les gibbons, et il y en a beaucoup dans cette forêt, et les siamangs et tous les autres animaux que je vais vous montrer, mais aussi pour justement les villageois eux-mêmes, qui dépendent de la bonne qualité de cette forêt. Donc ça, c'est la qualité de cette forêt, la réserve. Donc tout ça est aujourd'hui géré par l'association Kalawet. On a donc acheté tous ces terrains. Et à l'intérieur, on a une biodiversité exceptionnelle. Vous avez des sangliers, vous en avez aussi beaucoup chez vous. Mais on a aussi, à droite, vous avez le chat doré d'Asie, qui est un félin relativement rare. Là, vous avez des muntjaks à droite. Là, ce sont des ours malais. Donc, ce sont des caméras trappes. C'est pour ça que les images ne sont pas forcément très belles, des pièges automatiques. Et là, vous avez des tapirs. C'est un animal qui fait quand même plus de 300 kilos, qui a trouvé refuge dans ces forêts. Et pourquoi c'est important de protéger ces forêts? Parce que toutes les plaines ont été colonisées par les humains et tous les animaux trouvent refuge dans cette forêt de moyenne altitude. Normalement, ce tapir, il vit dans les marécages, il vit dans les forêts de plaine. Mais il n'a pas eu le choix, il a dû s'adapter à cette forêt de relief à cause justement de la déforestation dans les plaines. Donc c'est leur dernier refuge, d'où l'importance de sauver cette forêt. Et là, vous avez des langueurs. À Bornéo, on a créé la première réserve, qui est la réserve Pararawen. Ce que vous avez vu, toute la forêt derrière les volières de tout à l'heure, derrière la petite vidéo. Aujourd'hui, elle fait 302 hectares. Elle augmente tous les ans. Et on agit exactement sur le même principe, mais dans cette forêt, le but initial, c'était de sauver à peu près une population de 150 nasiks, donc ces singes endémiques de Bornéo, extrêmement menacés, qui vivent dans cette forêt. Et on a aujourd'hui, on peut dire qu'on a sécurisé la totalité de leur habitat. Donc on a ces 150 nasiks sauvés. Donc c'est un peu l'espèce phare de la réserve de Pararawen, mais on a aussi des gibbons à l'intérieur. On a aussi toute une faune qui prospère aujourd'hui et qui peut vivre en toute sécurité. Et puis, je vais vous parler d'une réserve qui est très importante, la réserve d'Ulan. C'est une réserve qui se trouve aussi à Bornéo, et je l'ai découvert que l'année dernière. Voici la zone. Cette forêt, l'histoire commence quand l'année dernière, on reçoit un appel pour aller récupérer un crocodile, puisqu'on a aussi des crocodiles à Kalawet. Crocodile d'eau douce, de l'espèce Tomistoma, il en reste que 2500 à l'état sauvage à peu près, et capturé dans ce lac. Vous voyez, il y a un lac qui se trouve ici, et capturé par accident dans un filet, et on est appelé pour intervenir. Et ce crocodile est vraiment très rare, et a besoin d'une eau de très bonne qualité. Et là, je me suis dit, oula, s'il y a encore ce crocodile dans ce lac, il y a forcément une belle forêt autour. Il y a forcément, la qualité de l'eau est bonne, donc il y a forcément une belle forêt. Donc j'ai fait un repérage, dans un premier temps un repérage aérien, et je me suis rendu compte qu'évidemment, il y avait une très belle forêt, à peu près 1500 hectares, d'une très très belle forêt, très très bonne qualité. Mais malheureusement, donc voici les 1500 hectares, aujourd'hui en rouge les 320 hectares achetés. Donc quand je suis en face de cette forêt, je me rends compte aussi, lorsque je fais par la suite un repérage au sol, que c'est devenu le refuge pour énormément d'animaux, parce que tout autour, la forêt a été coupée par l'industrie de l'huile de palme et aussi l'industrie minière. Tous les animaux alentours ont essayé de trouver refuge dans cette forêt, et notamment une centaine d'orangs-outans. Facile à voir dès les premières minutes dans la forêt, il y a des nids partout dans la forêt. Les orangs-outans font des nids de nuit, ils changent tous les soirs, donc c'est extrêmement facile de voir si les orangs-outans sont passés. Et toutes ces images ont été prises dans la réserve d'Ulan. Quand on vous parle d'huile de palme en France, on vous parle forcément d'orangs-outans. Vous l'avez tous entendu, je suis sûr, même dans les médias, etc. Eh bien là, il y a une centaine d'orangs-outans qui ont trouvé refuge, à peu près 200 gibbons,
dans ces 1500 hectares. Et ces 1500 hectares, là vous avez la même image satellite mais prise d'un peu plus haut, est cernée par une mine de charbon au nord, l'huile de palme à l'ouest, au sud charbon, huile de palme et encore charbon. Donc c'est vraiment un îlot au milieu de ces plantations. Et vous voyez la dimension des plantations comparée aux 1500 hectares. Donc les plantations sont très très grandes. Donc c'est une urgence, évidemment, parce que tous ces terrains, et le maire me l'explique à l'époque, appartiennent à des petits propriétaires. Et ces petits propriétaires veulent vendre leurs terrains pour se faire un petit pécule. Et si ce n'est pas Callaway qui l'achète, eh bien ce sera la compagnie. C'est aussi simple que ça. Aucune école, aucun lobbying auprès des autorités indonésiennes aujourd'hui, ou pression auprès de l'Europe parce qu'il y a de l'huile de palme dans les carburants. Rien de tout cela ne sauvera cette forêt. Parce qu'on a devant nous maximum 3 ans pour sauver cette forêt. Peut-être moins, j'en sais rien. En tout cas, il faut agir maintenant. Parce qu'encore une fois, si ce n'est pas Callaway qui achète ces terrains, ce sera ou des propriétaires terriens pour faire de l'huile de palme ou des compagnies. Ça, c'est un mâle qu'on a pris en photo très récemment avec un piège automatique, placé au sol pourtant. Et c'était une très bonne nouvelle parce qu'on avait identifié d'autres mâles. Vous savez, ces mâles dominants, c'est pour ça qu'ils ont les disques faciaux chez les orang-outans. Il n'y a que les mâles dominants qui développent ces disques faciaux. Dans ces 1500 hectares, on pouvait très bien n'en avoir qu'un. En fait, on s'est rendu compte qu'on en avait beaucoup. Que la population était non seulement importante, mais aussi en bonne santé parce que la forêt est très belle. Donc, pour moi, c'est une telle urgence et c'est tellement concret que j'aimerais que les gens, notamment en Europe, prennent conscience de cette réalité du terrain. Et il y a des solutions concrètes. Ici, ce n'est pas une solution qui marche à chaque fois, mais en tout cas dans ce cas précis, on achète, on sauve. Maintenant, tout de suite. Vous l'avez compris, on achète des terrains, mais ce n'est pas forcément la solution. En tout cas, cette manière de travailler, ça ne se suffit pas. C'est que la première pierre. Moi, je ne veux pas être propriétaire. Moi, je veux simplement avoir la légitimité d'interdire le bûcheronnage à l'intérieur et la chasse. C'est tout. Donc la différence quand c'est moi qui achète ou une compagnie, merci monsieur. Oui, très bien. La différence entre moi et une compagnie, c'est que les villageois ont toujours accès au terrain. Pour la cueillette, les gens, vous savez, ont des cultures de rotin. Donc ils vont récolter le rotin dans la forêt, ils vont chercher des fruits, évidemment. Et c'est justement cette relation étroite avec les villageois qui fait que ça marche. Et tous les villageois, à un moment donné, se sont retrouvés dans la situation de dire « Ok, moi je veux vendre, ou pas ». Mais tout le monde a été respecté. Pourquoi dans beaucoup d'endroits en Indonésie, il y a des conflits dans les parcs nationaux ou réserves? Parce que l'État a fait ces réserves de manière arbitraire, sur le papier. Avec un stylo, on dit là, on protège, sans tenir compte de l'histoire sur place. Des villageois qui, de génération en génération, ont hérédité de terrain. Là, ce n'est pas le cas. Tout le monde, à un moment donné, a voulu faire partie de l'initiative en vendant ses terrains à Callaway ou pas. Et ça, c'est extrêmement important parce que dans la gestion et dans la protection, et je vais y venir, de ces réserves, eh bien, on a le soutien des gens. Et la plupart du temps, ces gens qui vont faire la cueillette dans notre réserve, c'est les premiers à nous informer dès qu'il y a quelque chose de suspect. Et donc, du coup, ça nécessite beaucoup moins d'énergie pour protéger ces zones parce qu'elles ont été faites sur des bases saines. Mais acheter les terrains, c'est que la première étape. La deuxième étape, il faut protéger ces terrains sur le long terme. Des patrouilles équestres. Pourquoi équestres? Pour ne pas déranger les animaux sauvages dans la forêt, évidemment. On ne veut rien de motorisé au sol. Donc à pied ou à cheval, avec des équipes qui s'assurent qu'il n'y a pas de pièges placés dans les réserves. Et depuis 2012, depuis qu'on a créé toutes ces réserves, on n'a pas eu un seul arbre de coupé dans nos réserves. Donc ça montre bien qu'il y a très peu de conflits parce que justement, on a le soutien des populations. Donc, patrouille équestre, mais aussi patrouille aérienne. On utilise des paramoteurs. C'est extrêmement important parce que ça limite considérablement le coût humain des patrouilles. Dès que vous vous élevez, vous voyez la situation globale, vous voyez l'évolution des environs, l'évolution des compagnies alentours, ce qui se passe. Vous pouvez anticiper sur les menaces à venir et vous pouvez détecter aussi tous les accès faits à la forêt, dans la forêt pour, par exemple, extraire du bois. Donc, si vous avez des patrouilles aériennes, ça limite quand même beaucoup le coût en fait, des patrouilles au sol.
Le chiffre est erroné sur les employés. Aujourd'hui, il y en a 87 d'employés à Calaouet. Ça comprend aussi bien les vétérinaires que les gardes pour protéger ces forêts, que les soigneurs, etc. Donc, action concrète, résultat concret, ça a un coût. 1 hectare, c'est 1 euro. C'est un... J'aimerais tant. 1 hectare, c'est 900 euros. Mais encore une fois, nous, ce qu'on achète aujourd'hui, sur l'ensemble, aujourd'hui, ça représente à peu près plus de 1000 hectares. À l'échelle de Calaouet, c'est déjà beaucoup. Pour nous, c'est une prouesse. La réserve d'Oulane, les 320 hectares qui se trouvent à droite là-bas, on les a achetés que depuis janvier. On est arrivé à lever des fonds suffisants pour acheter toute cette forêt. Mais tout ça est à l'échelle de Calaouet. Vous imaginez si des grands groupes qui vous parlent très souvent de la conservation agissaient ou modifiaient leurs méthodes pour faire face à cette situation d'urgence, vous imaginez ce qu'elles pourraient sauver concrètement? On vous parle des orang-outans. Il y a 100 orang-outans dans cette forêt. On achète la forêt, on les sauve. On ne fait rien, on se contente du discours habituel, on les perd. Et voici les détails de Calaouet. Et à partir de maintenant, je suis prêt pour toutes vos questions. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez fait des recherches en primatologie pour sauver les gibbons? Non. Comme je l'expliquais au début de la présentation, je n'ai pas du tout un parcours classique. Par contre, donc académique, je vais dire. Mais oui, j'ai passé beaucoup de temps à observer les gibbons, à les étudier à ma manière. C'est-à-dire que depuis l'âge de 12 ans jusqu'à 17 ans, comme je l'expliquais, je passais tous mes mercredis devant les gibbons. Et encore aujourd'hui, ces observations continuent de me servir. Parce que, comme je l'ai dit, les gibbons sont monogames, fidèles. Et je passe mon temps à faire des coupes. C'est une immense agence matrimoniale, Calaouet. On faire des coupes de gibbons. Et pour ça, il faut connaître individuellement les animaux, comprendre leur caractère. Et pour ça, il faut un petit peu parler gibbons. Donc voilà, à ma manière, je les ai étudiés, mais pas d'une manière académique. Oui. Merci. Alors rapidement, je voudrais déjà remercier France Info et Muriel Robin, parce que sans eux, je ne serais pas là. Et vraiment, merci pour voilà ce que vous nous montrez. Enfin, c'est absolument, en même temps, c'est clair, voilà, c'est pragmatique, c'est absolument terrifiant. On a envie de vous faire un chèque de 900 € tout de suite. Vraiment, c'est bon. Moi, une petite question. Vous avez été très clair sur tout. Comment pourquoi est-ce que, par exemple, contrairement au Costa Rica, qui, je crois, à ma connaissance, est le seul pays à avoir compris que sa biodiversité était importante, pourquoi les Indonésiens ne doivent pas être plus bêtes que les autres? Et comment est-ce qu'il n'y a personne qui comprend que la forêt primaire est ce qu'il y a de plus important? Alors j'ai bien compris, action, le chèque, etc. Mais comment le Costa Rica l'a compris? Donc pourquoi est-ce que... Voilà, à votre avis? Alors, évidemment que les Indonésiens ne sont pas plus bêtes que les autres. Par contre, le gouvernement indonésien, lui, joue la carte du développement économique avec l'huile de palme, sans se soucier du long terme, à tout point de vue. Même dans l'industrie de l'huile de palme, on sait quand même qu'à des échéances plus ou moins longues, par exemple, on va se diriger quand même, je l'espère, vers la fin de l'huile de palme, par exemple, dans les carburants, même si c'est dans 10 ans. Les échéances, quand même, à ce moment-là, le marché va quand même subir va avoir des problèmes. Et l'Indonésie n'en tient absolument pas compte. C'est l'extension de l'industrie de l'huile de palme. C'est leur carte économique. À côté de ça, les orang-outans, les gibbons, la forêt pèsent pas lourd. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des moratoires de fait pour interdire la déforestation, par exemple dans les forêts de tourbières, ce qui est très bien, mais c'est contourné par les propriétaires terriens privés. Il faut que vous sachiez quelque chose aussi, c'est facile de dénoncer l'huile de palme ici. C'est différent quand on le fait là-bas. Et il n'y en a pas beaucoup là-bas. Et moi, je peux vous dire que j'ai aussi une présence médiatique en Indonésie, et j'y tiens. C'est pas facile, mais c'est là où c'est important. Et c'est là où on se rend compte qu'on a le soutien des populations locales. Une radio comme Radio Calaouet, qui diffuse des messages virulents sur l'huile de palme, qui diffusent des pétitions de villageois, par exemple, qui ne veulent pas d'huile de palme dans leur village et qui font une pétition, on diffuse la news à la radio, tout ça. Pourquoi on existe toujours, malgré les pressions de l'industrie de l'huile de palme et des autorités? Parce qu'on a le soutien des populations locales.
C'est toute la différence. C'est pour ça que quand nous, on décide de protéger, évidemment qu'un Dayak de Bornéo va préférer vendre son terrain à Calahuète qu'à une compagnie, parce qu'il est attaché à sa forêt. Mais encore une fois, il y a une réalité économique. Si Calahuète ne peut pas l'acheter, lui, il a besoin aussi de ressources. Donc oui, c'est le gouvernement indonésien qui mise la carte du court terme. L'huile de palme, ils ont dévasté Sumatra, ils sont en train de finir Bornéo, et ils s'attaquent méchamment aujourd'hui à la Papouasie. Et encore une fois, l'huile de palme durable ne freine absolument pas ça. Et faire la promotion de l'huile de palme durable, c'est mettre un nuage sur la situation et un peu aider les autorités à garder cette posture. Ok, merci. Effectivement, c'est à nous aussi de ne pas acheter, enfin, parce que le consommateur, voilà, s'il n'y a pas la demande, il n'y aura pas d'offre. Pour que vous sachiez concrètement, quand vous refusez de l'huile de palme dans un supermarché, moi j'ai eu des dirigeants de compagnies d'huile de palme, donc qui avaient la main mise sur une concession, style 20 000 hectares, des choses énormes, et qui avaient décidé d'en protéger une partie. Et ils ont des soucis quand ils font ça, hein, parce que les autorités, quand ils donnent une concession, ils veulent voir tout disparaître. Hein. Donc une posture d'un industriel sur place, simplement parce que ces gens-là, ils sont richissimes, ils ont une maison à New York, à Paris, etc. Ils voyagent, ils entendent votre discours de refus de l'huile de palme et ils veulent se différencier. Je me fiche de leur motivation si c'est simplement pour se donner bonne conscience. Parce que sur place, on parle de plusieurs milliers d'hectares sauvés, simplement parce que ce monsieur qui a la main mise sur 20 000 hectares se dit « Non, moi c'est différent, regardez, moi j'ai protégé une partie de ma concession ». Donc c'est des résultats concrets aussi. Et ça, c'est vraiment lié à ce discours de refus de l'huile de palme. Donc il faut le maintenir. On ne vit pas, encore une fois, dans le pays des bisounours. On sait qu'on n'arrivera pas à exterminer cette fameuse huile de palme. Mais dans la dimension du symbole, c'est extrêmement important que vous gardiez cette posture. On n'en veut pas. Oui. Quelle est la surface moyenne d'un territoire d'un couple de gibbons? Alors les gibbons, dans une forêt primaire de très bonne qualité, ça peut être 10 à 15 hectares pour un couple. Voilà. Et ils ne supportent aucun autre gibbon sur leur territoire. Donc si vous faites une grande volière avec un couple de gibbons à l'intérieur, ben, vous ne pourrez mettre qu'un couple. Parce que justement, sinon, c'est un vrai casse-tête. Hein. Je n'ai pas pris les plus chauds, les plus faciles, si j'avais su. Mais, et ensuite, quand la forêt, par exemple, un autre type de forêt, les forêts de tourbière, par exemple, même si elle est une forêt primaire, mais une forêt de tourbière, c'est plus l'habitat des orang-outans. Et là, on a, pour les gibbons, à peu près 40 hectares. Donc encore plus grand. Et dès que la forêt devient, s'appauvrit à cause de la déforestation, par exemple des coupes sélectives après le passage d'une compagnie forestière, eh bien là, vous pouvez avoir un gibbon qui a, enfin une coupe de gibbon qui a un territoire de 80 à 100 hectares. Donc c'est compliqué. Les dons viennent essentiellement du peuple français ou il y a d'autres populations qui participent? Oui, principalement, on va dire à 95%, c'est la France qui finance aujourd'hui Calahuète. C'est un des problèmes aussi, on est très franco-indonésien, je dirais. En Indonésie, on communique beaucoup, mais ce n'est pas là où on récolte les fonds. Et donc c'est principalement, il y a des fondations aussi, là, comme la Fondation 30 millions d'ennemis, la Fondation Brigitte Bardot, qui nous aide tout sur le volet plus bien-être animal de ces animaux dans nos centres. Et puis beaucoup de particuliers. Ce dont on a le plus besoin, c'est de revenus réguliers. Donc il y a beaucoup de petits dons, mais mensuels. C'est ce qui est le plus important pour nous. Et comme on fait beaucoup de choses, vous l'avez compris, enfin, ce qu'on fait est très concret. Vous pouvez aussi le voir dans les vidéos. Tous les lundis, je publie une vidéo concrète sur ce qui se passe dans nos centres. Voilà, je me filme avec les équipes, sauver les animaux, protéger la forêt pour vraiment comprendre. Parce que c'est aussi, vous savez, une force de faire réellement du concret sur place. Parce que j'ai des choses à vous montrer. Et je me suis réalisé, ça paraît tout bête comme ça, mais vous savez, il y a peut-être certains d'entre vous ont vu les émissions sur France 3 avec Muriel Robin où je l'emmenais voir des animaux. J'ai participé pour cette émission au repérage. Donc on voulait par exemple aller filmer les jaguars, donc je partais en amont pour voir mes collègues qui travaillent là-bas au Brésil pour sauver les jaguars. Donc on avait une liste. Et très vite, on s'apercevait qu'il y en avait quand même beaucoup qui étudiaient les jaguars, ça pouvait être passionnant, mais à l'image, il faut de l'action. Si l'organisme en question se contente d'étudier, on n'a premièrement pas beaucoup de choses à filmer, et en plus se poser la question de l'efficacité du programme de conservation, etc. Et par contre, à l'inverse, il y a des gens, je me rappelle, on est allé voir les bonobos, Claudine André avec ses bonobos en RDC fait un travail magnifique. Pareil, l'engagement d'une vie pour sauver les bonobos, et au final, elle protège des centaines de milliers d'hectares au nord de la RDC pour relâcher ces animaux, et du coup, elle protège toute la faune. Cette notion d'engagement. Et ça, oui, c'est extrêmement important et c'est la clé de voûte en fait de tout ça. Quels sont les critères de choix pour l'achat de foncier dans telle ou telle partie de l'île?
Alors d'abord en termes de biodiversité, de refuge stratégique évidemment. Donc si la forêt est belle, normalement il y a énormément de biodiversité à l'intérieur comme je l'ai expliqué. Et ensuite la première démarche c'est d'aller voir le maire du village pour voir justement le plan d'occupation des sols. Est-ce que ces terrains appartiennent à des particuliers? Ça a été le cas dans une autre zone. Je suis allé voir le maire et il m'a dit oui, c'est possible d'acheter, etc. Et il est resté assez flou. Et en fait, cette forêt qui était une forêt communale, mais le statut des terrains obligeait le maire à distribuer les terrains aux différentes familles du village. Il ne l'avait pas fait. Et moi, il était hors de question que j'achète les terrains à la commune, au maire. C'est pas possible. Il faut que toutes les familles, encore une fois, se soient retrouvées dans la situation de vouloir vendre ou pas. Donc ces premières réunions avec les autorités, avec le maire du village, sont extrêmement importantes. Et ensuite, on lui pose la question, on dit bon, ça appartient tout à des privés. Nous, ce qu'on veut faire, c'est acheter les terrains pour en faire des réserves. Est-ce que vous, en tant que maire, vous y voyez un inconvénient? On ait le soutien aussi des autorités, parce qu'ensuite, on fait un petit protocole d'accord avec le village, en expliquant ce qu'on veut faire, on s'engage, encore une fois, la notion d'engagement. Oui, on va acheter les terrains, on s'engage sans fin, mais exclusivement pour protéger la forêt, avec rien d'autre. Même si je venais à décéder, si Callawet, enfin, on essaie de blinder la totalité du projet, c'est extrêmement important sur le long terme. Et puis si tout ça est OK, là on commence les achats. Mais encore une fois, les villageois, même si on a cet accord-là avec le chef du village, les villageois sont maîtres de leur parcelle. Donc s'ils décident de le vendre quand même à la compagnie, ils ont tout à fait le droit de le faire. Oui, il y a une fiscalité qui ne représente pas grand-chose. Pour le moment, ça représente à peu près un peu moins de 3 000 € par an pour la totalité. Pour la totalité d'impôts fonciers. D'autres questions? Oui? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi les volières sont toutes en triangle? C'est une très très bonne question. Tu es très observatrice. Avant, on faisait les volières normales, en forme de carré. Et les gibbons, ils sont monogames, donc ils vivent en couple. Mais quand on fait des couples, ils se battent très souvent. La première heure est déterminante. Dans le couple, il y a toujours un dominant et un dominé. Donc au début, ils ont tendance à se battre, à se poursuivre dans la volière. Et lorsque les angles sont en angle droit de la volière, eh bien l'animal qui se fait attaquer, automatiquement dans une volière, il se retrouve dans un angle, parce qu'il est acculé. Donc il se mettait dans l'angle comme ça, il était tout le temps obligé de faire ça pour rester en face de son agresseur. Parce que le gibbon, il va mordre quand l'autre gibbon qui est en face de lui lui tourne le dos. Donc pour rester face à son agresseur, il faisait ça en permanence. Et au bout d'un moment, il finit par se fatiguer, et il se fait mordre. Donc on a fait en sorte que tous les angles des volières soient beaucoup plus serrés, et donc du coup le gibbon a simplement à s'asseoir. Et là on a diminué grandement le nombre des morsures. Alors j'ai l'air intelligent en décrivant tout ça, ça ne vient pas du tout de moi, ça vient de Pananto, qui est le manager de Callawet à Bornéo, un Dayak qui travaille avec moi depuis près de 17 ans je crois maintenant. Et c'est lui qui a eu l'idée, et ça fonctionne très très bien. Donc toutes les volières sont faites comme ça, et même d'autres projets gibbons qui se construisent, notamment il y en a un en Inde, utilisent le même design aujourd'hui, grâce à un Dayak de Bornéo qui a rejoint Callawet. D'autres questions? Oui? Alors l'engouement pour les orang-outans, je pense qu'il est principalement lié aux 3 grandes dames qui ont étudié les grands singes. Donc Jane Goodall pour les chimpanzés, Birute Gallicas pour les orang-outans et puis Diane Fossé pour les gorilles. Parce qu'aussi, ils sont beaucoup plus faciles à observer que les gibbons. Les gibbons, ils vivent exclusivement dans les arbres, dans la canopée. Donc il y a toujours une barrière de 30 mètres entre les gibbons et nous. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Et voilà, alors que l'orang-outan, c'est beaucoup plus facile, il va descendre au sol. Et je pense que c'est principalement lié à ça, mais je dis souvent qu'il faudrait un grand Disney ou sur les gibbons pour arriver à faire connaître le gibbon, mais c'est vrai que c'est un vrai souci. C'est pour ça d'ailleurs que même pour la réserve de Doulan, moi j'essaie de mettre en avant les orang-outans, vous l'avez compris, parce que c'est plus parlant pour les gens, et c'est surtout très concret parce qu'on associe l'orang-outan à l'huile de palme. Mais voilà, je pense que c'est les raisons principales. Et encore aujourd'hui, il y a très peu d'études sur les gibbons comparées aux autres grands singes. Mais ça aussi, ça m'a aidé. C'est-à-dire quand j'étais gamin dans les parcs zoologiques et que j'arrivais avec mes petites idées pour faire des couples, il n'y avait personne d'autre. Donc bon, on va faire confiance à l'ado là, qui arrive avec ses idées. Et ça a été un peu tout le temps ça. Et c'est un message aussi que je lance aux jeunes qui veulent se lancer. Vous savez, quand vous arrivez avec une solution,
même si vous n'avez pas une thèse ou de grands diplômes, vous arrivez avec une solution où personne d'autre essaie d'aider. À Bornéo, par exemple, il n'y a pas d'autres projets pour la faune sauvage. C'est pour ça qu'on doit improviser avec les autres animaux. Qui oserait vous attaquer si vous essayez d'aider? C'est quand même, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que moi, j'ai jamais eu de gros freins, parce que j'avais pas un cursus universitaire ou parce que personne d'autre s'intéressait au gibbon. Oui. Tout à fait. Sur le moyen ou long terme, ça peut être une solution de financer notamment aussi bien l'économie locale que la protection de ces réserves par l'écotourisme. Mais on n'en est pas encore là, parce qu'on est dans une situation d'urgence. Il y a beaucoup d'endroits en Indonésie où l'écotourisme, qui devient très vite tourisme, au bout d'un moment, les touristes, ils regardent des tronçonneuses, quoi. Si vous blindez pas le projet en amont, sur le long terme. Donc pour le moment, en tout cas dans la démarche de Calahuète, on sait très bien que c'est un outil qui peut être très bien utilisé pour gérer des réserves sur le long terme, mais on n'est pas du tout dans ce concept-là pour le moment. Pour le moment, c'est vraiment, on met la main sur tout ce qu'on peut dans cette situation d'urgence. Et dans certains endroits, peut-être que ça pourrait être une des démarches pour arriver à protéger sur le long terme. Mais en tout cas, ça reste quand même très compliqué dans ces régions d'Indonésie, où il y a très peu de tourisme justement. En termes de, par exemple, l'un des engagements avec les villageois, c'est pour le moment, dans ces forêts, nous on n'en tire rien. Si vous faites venir du tourisme, tout le monde commence à regarder, les autorités aussi me fichent un peu la paix, parce que justement on n'en fait rien de cette forêt, entre guillemets. Si on commence à faire venir des touristes, on aura certainement beaucoup plus de soucis. Les autorités de Jakarta, de la province, qui vont dire « Oh là là, ils font de l'argent peut-être là avec tous les blancs qui arrivent dans les réserves de Calahuète » et ça peut très vite devenir ingérable. Donc pour le moment, même si on sait que c'est un vrai outil, pour le moment on ne regarde pas vers cette direction-là, on se concentre sur sauver cette forêt. Est-ce que vous avez des relations avec le gouvernement français, un soutien? Non. Non, pas pour le moment. Il y a des grands mécènes français, des grandes entreprises françaises Pas vraiment. Non. On arrive vraiment à lever tous ces fonds pour le moment. Je vous l'ai dit, par quelques fondations qui sont sensibles aux animaux, et surtout par vous qui regardez les émissions, qui soutenez le combat de Calahuète, et on vous remerciera jamais assez. Oui. Oui. Donc tout le monde a compris que c'est un combat de cœur et d'engagement, et pourtant vous expliquez que vous n'avez, dans votre structure, il n'y a pas de bénévolat, oui. Alors que très souvent dans des causes de ce type, les bénévoles qui se succèdent peuvent être aussi des porteurs qui essaiment à l'extérieur. Donc pourquoi ce choix d'organisation? Merci. Alors ce choix, parce que dans un souci d'efficacité, aussi bien dans le soin des animaux reçus à Calahuète, dans le processus de réhabilitation, que la protection des réserves, j'ai voulu professionnaliser tous les aspects de Calahuète avec des populations locales. Donc ce sont tous des emplois pour les populations locales. Les vétérinaires sont indonésiens, c'est les seuls qui viennent en dehors de Bornéo, de Sumatra, puisque les écoles vétérinaires sont à Java. Mais sinon, tous les autres sont des villageois alentours qui travaillent à Calahuète. Donc ça, c'est un premier aspect qui est extrêmement important. C'est-à-dire que voilà, ce sont les Indonésiens qui protègent leur gibbon et leur forêt. Après, techniquement parlant, parfois ça peut être aussi un poids de faire venir des personnes étrangères. Les équipes à Calahuète, à Bornéo, ne parlent pas anglais. Tout le monde parle indonésien. Donc ça devient aussi parfois, parce qu'on a reçu des volontaires dans le passé, jusqu'en 2012, et ça devient aussi parfois une frustration de la personne qui ne peut pas vraiment aider parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Faire venir des étrangers dans les endroits où on se trouve. Encore une fois, on n'est pas... J'ai voulu créer les infrastructures de Calahuète là où se trouvent les gibbons. On n'est pas près des villes. On est vraiment au cœur de Bornéo, au cœur de Sumatra, où les gens ne sont pas forcément habitués à voir des étrangers. Et donc, du coup, tout devient beaucoup plus compliqué. Moi, je vous donne la réalité du terrain, c'est aussi la corruption, je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand on recevait des volontaires jusqu'en 2012, on devait payer le département des forêts, la police et l'immigration. Et j'avais établi même un tarif pour éviter de perdre du temps à négocier, ce qui est clairement de la corruption, simplement pour qu'ils nous laissent tranquilles, parce qu'on faisait venir des étrangers. L'Indonésie, c'est un peu tout son contraire. Vous avez Bali où vous pouvez faire beaucoup de choses, très très libérales, puis vous avez des autres endroits où c'est pas la même chose. Donc, pour toutes ces raisons,
on a décidé d'être efficace. Et même pour les animaux, vous savez que je préfère avoir des soigneurs qui connaissent exactement le comportement des animaux, qui le voient tous les jours, ils ont leurs habitudes, que les animaux soient confrontés à des volontaires qui changent en permanence. Donc ça a été un vrai choix. Mais je ne vous le cache pas que si demain on avait des problèmes financiers, ce qui peut très bien arriver, on ferait venir des bénévoles pour nous aider. Mais tant qu'on peut avoir des salariés indonésiens qui s'impliquent, et ça fait aussi vivre l'économie locale, et c'est aussi le lien avec les populations locales, on préfère faire de cette sorte-là, de même qu'on ne reçoit pas de visiteurs sur les centres. C'est pour ça que parfois un touriste est un peu surpris, si jamais il vient à passer, qui trouve porte close, c'est-à-dire qu'il restera au camp mais il ne pourra pas voir les animaux, parce que tout simplement les villageois d'à côté n'ont pas le droit de venir visiter les gibbons. Certains gibbons sont positifs à l'hépatite, enfin voilà, c'est pas un zoo. Et parce que justement on interdit l'accès des animaux aux populations locales, si un touriste passe, eh bien, ça va être la même chose. On ne va pas ouvrir nos portes pour les visiteurs étrangers. Donc c'est un positionnement, un choix pour être efficace avec tous les aspects de Calauet professionnalisés avec les Indonésiens. Voilà, merci. Oui. Est-ce que vous avez entendu parler d'une gibbon femelle qui s'appelle Lulu, qui est au parc de la Tête d'Or à Lyon? Oui, une très vieille femelle. Oui. Elle est toujours là? J'espère. La dernière nouvelle, elle est toujours là? Oui, elle est toujours là. Lulu est toujours vivante. Elle aime bien les câlins, Lulu. Oui. Oui, exactement. Exactement. Il y a, ce que je voulais expliquer tout à l'heure, 2 grands volets. Une situation d'urgence. On reçoit 900 €, on achète immédiatement de la forêt. Et puis, les petits dons qui, eux, peuvent être mensuels, ce qui nous fait vraiment, qui fait tourner la machine, je dirais. Puisqu'il y a tous ces employés, il y a tous ces animaux. Il faut aussi faire vivre tout ça, les gardes. Donc, c'est sur ces 2 aspects-là. Oui. Vous recevez aussi... Ah ben, concrètement, alors parfois, vous savez, par exemple, il y a plein de terrains pour la réserve d'Oulan qui ont déjà été mesurés, les gens sont en attente. Moi, je suis dans un stress permanent de faire patienter les gens. Vous savez, je reçois des messages, alors Chani, quand est-ce que tu dois acheter notre parcelle? Donc si la parcelle fait 5 hectares, par exemple, et on attend d'avoir la somme, je ne peux pas lui acheter 1 hectare par hectare, puisque son titre de propriété porte sur 5 hectares, par exemple. Mais ensuite, vous, à titre personnel, si vous avez donné pour 1 hectare, vous recevrez à titre symbolique, mais c'est quand même important, un certificat comme quoi vous avez aidé à l'achat d'un hectare de forêt pour nous là-bas. Mais sur place, encore une fois, on a beaucoup plus de terrains en attente que ce que nous, on peut acheter. On imagine souvent que nous, on fait les démarches pour essayer de trouver des terrains à acheter. C'est l'inverse. Les gens viennent vers nous avec leurs papiers, et c'est un très très long travail sur le terrain pour mesurer les terrains, s'assurer que les personnes limitrophes sont bien d'accord avec les limites, parce que sinon on est dans des longues problématiques avec les villageois. Donc les équipes sur place vraiment travaillent, c'est vraiment beaucoup de travail. On parle de parcelles d'environ un demi-hectare à 40 hectares. Donc voilà. Et puis les limites des terrains, pour les Dayaks, c'était souvent des rivières, une crête de colline. Donc, et puis parfois ils ne sont pas retournés sur leur terrain depuis 10 ans, donc ils ne savent plus trop. Donc c'est un vrai casse-tête. Mais c'est encore une fois la réalité du terrain. Si on vous montre que des parcelles carrées comme ça, vous pouvez avoir des doutes. Ça ne fonctionne pas comme ça à Bornéo. L'État ne peut pas appliquer un droit de préemption dans le futur par rapport aux terres que vous achetez aujourd'hui? Alors, il y a toujours un risque d'expropriation. Je le dis souvent comme en France, si le TGV doit passer, il passera. Après, sur de si grandes zones, si demain on pourrait imaginer qu'il y a un conflit, justement, il y a une route qui doit passer ou des choses comme ça, malheureusement, là, il faudra négocier au mieux pour que ça n'ait pas trop d'impact sur les réserves. Mais parler de la totalité d'une réserve, par exemple, annexée par l'État ou je ne sais pas, ça, il n'y a jamais eu de précédent avant. En tout cas, parmi toutes les démarches pour protéger la forêt en Indonésie, c'est le moyen le plus sûr. C'est le moyen le plus sûr. Si vous obtenez une concession, ça peut être négocié par une grosse ONG, par exemple, on peut obtenir une concession pour la protéger. Le problème, c'est qu'elle continue d'appartenir à l'État et au bout de 25 ans, vous ne savez pas ce qui se passe. Et vous savez, dans la genèse, je ne l'ai pas expliqué, mais je peux le faire maintenant, pourquoi j'achète des terrains et pourquoi j'ai commencé en 2012. Avant ça, j'avais créé une réserve sur une forêt communale, justement, sans acheter les terrains.
j'avais reçu l'accord du gouverneur de la province, du maire de la ville de Palancaraya, parce que c'est une grande ville, mais c'était encore sur sa commune, qui faisait à peu près 800 hectares. Il y avait des orang-outans à l'intérieur. On avait reçu l'autorisation de gestion pour 25 ans, donc on était contents. Mais les statuts des terrains devaient être renouvelés tous les 5 ans au Parlement provincial. Et on m'a dit, t'inquiète pas, de toute façon c'est quelque chose qui roule, etc. Il y avait un village qui se trouvait dans cette zone. Tous les enfants n'étaient pas scolarisés. Et donc on avait créé une école pour ces villageois qui faisaient partie du programme. Et, enfin, ça fonctionnait bien. Sauf qu'au bout de 5 ans, le Parlement provincial a changé le statut des terrains et c'est devenu une plantation de palmiers. Donc faire confiance à des personnes qui ont un mandat, après on ne sait pas ce qui se passe, quoi. Dans un contexte indonésien où très peu de personnes sont sensibilisées à la cause. Ça peut être différent ici, ça ne l'est pas en Indonésie. Le maire du village de la réserve de Doulan là, est vraiment quelqu'un qui nous soutient à fond. Donc on doit tout faire assez vite maintenant parce que lui a cette vision-là. Celui d'après, on ne sait pas. Donc j'ai vécu, vous imaginez ce qu'on doit ensuite dire aux donateurs qui nous ont aidés à créer l'école, à financer les patrouilles dans cette réserve à l'époque. La réserve, elle n'existe plus. Et la forêt a été détruite à l'époque, parce qu'on ne pouvait rien dire. La forêt ne nous appartenait pas. Et je suis plutôt confiant parce que j'ai vu énormément de propriétaires privés, de petits propriétaires, enfin énormément, j'en ai vu quelques-uns, au sein même de concessions d'huile de palme, qui avaient résisté. Alors ils ne protégeaient pas forcément beaucoup de forêts ni rien, mais c'était la terre de leurs parents, de leurs grands-parents, il y avait une relation sentimentale à leur terre, et ils étaient comme ça, comme une petite île au milieu des palmiers. Et si vous avez le certificat en main, normalement, ils ne peuvent rien faire. Est-ce qu'il existe un programme de sensibilisation pour les enfants dans les écoles sur place, enfin pour qu'on leur explique tout ça, et oui. C'est leur terre en fait. Hein. Bien sûr. Et ils grandissent là, et c'est important. Mais je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment. Hein. J'ai appris beaucoup de choses là avec ce que vous venez de dire. Alors, dans les écoles, dans le programme des gamins, il n'y a rien sur l'environnement, ça c'est sûr. Après Calauet, nous, on ne fait pas cette démarche-là, on a tout misé sur la radio. Rien à voir, parce que moi, je n'aimais pas trop l'école, mais c'est simplement qu'avec la radio, la force de la radio, c'est qu'on s'invite chez eux, dans leur intimité. Aujourd'hui, ils sont avec leurs écouteurs, malheureusement parfois même à l'école, ils nous écoutent. Voilà, on s'invite dans leur intimité pour diffuser ces messages et ça fonctionne très très bien. Donc Calauet a tout misé sur cette radio-là et on n'a pas d'autres actions, en tout cas pour le moment dans les écoles. Et c'est pas quelque chose qu'on voit dans un futur proche, plus avoir une présence médiatique. Toucher, c'est un peu la même chose en France en fait. Vous savez, avoir un documentaire sur France 5 sur la nature, c'est génial, mais très souvent le profil des gens qui regardent sont déjà des gens sensibilisés. C'est pour ça qu'ils sont mis sur France 5 à regarder le docu sur les animaux. Ce qu'il faudrait, c'est des messages dans les émissions très populaires de TF1 en prime qui n'ont rien à voir. Et là, on arriverait à toucher des gens, que ça ne tourne pas en vase clos, quoi. Et c'était un peu l'idée de Calauet avec ces gamins qui veulent écouter le dernier titre de Justin Bieber. Mais avant, boum, message sur Calauet. Donc c'est un peu l'idée. Et s'il y a un zoo dans le monde qui vous demande un couple de gibbons, est-ce que vous le vendez ? Non. Non. Mais soyez sûrs qu'il y a déjà eu des parcs qui nous ont demandé des animaux. Et non, il n'y a que 2 portes de sortie de Calauet. C'est ou la liberté, ou parce que la vie fait que l'animal est mort dans nos locaux. Mais voilà, on refuse l'envoi vers les parcs zoologiques. Parce que sinon, l'Indonésie voudrait monnayer ce genre de choses, et c'est extrêmement dangereux. Et nous, moi je suis allé en Indonésie justement pour essayer de relâcher ces animaux, donc on n'est pas du tout dans cette optique-là, même si je ne vous cache pas qu'on est financé par des parcs zoologiques, mais les parcs zoologiques qui nous financent aujourd'hui sont très conscients de ça, qu'il n'y a rien en retour en termes d'animaux, et c'est la moindre des choses. Et si jamais ils nous demandent quelque chose, moi je serai le premier à le crier sur les toits, en disant regardez, lui là-bas, on est en 2019, il commande encore des animaux de la nature. Mais sachez qu'il y a certains parcs qui financent des institutions comme Calauet sur la planète, dans l'espoir que les animaux qui sont dans les volières, dans l'ONG, fassent des petits
et il devient légal d'envoyer les petits, ce qu'on appelle des F2. Ils ne sont plus protégés par la Convention de Washington. C'est pour ça, c'est une des raisons aussi qu'on évite d'avoir des petits à cacahuètes dans la mesure du possible, parce que sinon ils deviennent monnayables. Et ça, on ne le veut pas. J'ai une question, excusez-moi. Je sais pas. Allez-y, madame. Donc, j'ai bien compris cette notion d'engagement durable à long terme. Vous avez parlé de l'association qui était finalement le propriétaire de ce patrimoine forestier. Donc, je voudrais mieux comprendre, justement à long terme, puisque c'est une propriété, comment elle se transmet, comment elle se maintient. C'est un bien commun, en fait. Donc, comment ce bien commun est protégé à long terme? Est-ce qu'une association, ça suffit? Est-ce qu'il ne faudrait pas une fondation? Est-ce que, je ne sais pas, quels sont les systèmes possibles? Alors pour le moment, c'est l'association qui est propriétaire. Il y a des... donc sans limite, je dirais. Si jamais le cacahuète venait à disparaître, il faut que ce soit une autre association dans le même objet puisse prendre la suite. Et si jamais, par exemple, ça c'est dans les accords avec les villageois, si jamais, voilà, je ne sais pas, j'espère que ça n'arrivera jamais, mais il n'y a plus d'ONG pour gérer cette forêt, Cacahuète a disparu, et puis la forêt redevient une forêt communale, mais n'est pas réattribuée aux propriétaires de départ, évidemment. C'est en tout cas ce qu'on a mis en place pour le moment. Je ne vois pas grand-chose d'autre en fait, pour essayer de faire en sorte que ça soit sécurisé sur le très long terme. Tous les actes de vente sont enregistrés auprès des autorités indonésiennes, évidemment, donc il y a une traçabilité de cette notion de propriété. Et voilà, et donc ces accords avec les maires des villages qui chapeautent les transactions avec les propriétaires. Pour le moment, en tout cas, on en est là. Où se situe l'adresse sociale de votre association? Oui. Où se situe l'adresse sociale de l'association? Alors, il y a Cacahuète France. L'objet de Cacahuète France, c'est de réunir les fonds pour soutenir Cacahuète Indonésie. Oui, pardon, pour répondre aussi à votre question, pour compléter, donc Cacahuète Indonésie est une association indonésienne qui œuvre pour la préservation de la biodiversité des gibbons en Indonésie. Cacahuète France finance cette association indonésienne. C'est pour ça aussi qu'on est plus fort. Une organisation étrangère, avec des statuts étrangers, en Indonésie aurait plus de soucis dans beaucoup de domaines, notamment dans la collaboration avec le département des forêts. Le siège social à Paris est à Paris pour la France. Et une AG qui a eu lieu hier. Voilà. Et qui est ouverte à tous, même aux personnes qui ne sont pas donateurs. Vous pouvez venir à l'Assemblée Générale où on explique tout. Et c'est important pour nous, ça. C'est tous les ans, à la même époque, si vous voulez venir, c'est tous les ans, début octobre, sur Paris. Oui. C'est quoi vos journées type, en gros? À moi? J'ai la chance de ne pas avoir de journée type. C'est ça qui est... Oui, je sais bien, c'est tous les jours. Mais ouais. Aujourd'hui, avec ma petite famille, donc je suis marié à une Indonésienne depuis 17 ans maintenant, j'ai 2 enfants, on vit dans la forêt à Bornéo. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui on vit en forêt. Mes enfants ont école par Internet, avec une connexion satellite. Donc ils ont leur prof comme ça sur l'ordinateur par Skype. Alors ma journée type, on est relié par radio par exemple avec Cacahuète. Donc parfois c'est dès le début une mauvaise nouvelle à la radio et on doit intervenir avec des animaux, voilà. Mais en tout cas, il faut que vous sachiez que, d'ailleurs dès le début j'ai pu monter un second projet à Sumatra, c'est que tous les projets sont très autonomes. Je ne me suis jamais mis dans la posture, je suis le seul à même de sauver les gibbons, etc. Dès le début, j'ai très vite délégué pour pouvoir grandir. Sinon, vous ne pouvez pas grandir et vous ne pouvez pas aider beaucoup d'animaux. C'est pour ça que le projet à Sumatra fonctionne tout seul. Son manager, Ferry, gère ses équipes. Donc moi, j'ai le beau rôle, je dirais. Au début, c'était très compliqué. Au début, je devais tout faire. Au tout début de Cacahuète, je devais sauver les gibbons, faire la compta, tout faire. Et puis petit à petit, avec le temps, d'abord au début, on devient complètement submergé. Et puis ensuite, on peut déléguer. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je peux me consacrer, j'ai pu faire des tournages, des choses comme ça, parce que justement, les projets roulent, quoi. Donc moi, je suis sur les nouveaux projets. Cette réserve d'Oulan, par exemple, ça m'a pris tout mon temps depuis janvier.
C'est-à-dire que quasiment 4 jours sur 7, j'étais au village de Bouton, près des villageois, ou dans la forêt, voilà, avec les gardes. Donc ça dépend vraiment des projets. Mais moi, sur les nouveaux projets, une fois qu'on aura sécurisé cette forêt, les équipes de patrouille vont commencer à travailler. Et moi, je vais aller voir ailleurs ce qu'on peut encore sauver. Et voilà, je suis un peu la dynamique de la chose, mais les projets fonctionnent d'eux-mêmes. Ah non, c'est absolument pas possible. C'est eux qui font le travail tous les jours. Donc voilà, moi, ça me permet de passer du temps et de faire ce que j'aime, en fait, passer du temps avec les animaux, en forêt et avec les gens. On va peut-être pouvoir passer à la deuxième partie, qui est un certain nombre de livres que vous avez écrits et fait éditer sur toute votre action. Oui, donc on va peut-être faire une séance de dédicace dans l'autre pièce. Donc c'est des livres, ils ne sont pas récents. Mais voilà, certains d'entre eux parlent de la genèse de Calahuète, d'autres des choses qui m'ont marqué sur place, aussi bien humainement, parce que vous l'avez certainement compris, mais je vis en Indonésie, c'est devenu mon pays, et je l'accepte tel qu'il est, avec ses points forts, ses points faibles. Parfois, au quotidien, c'est une réalité qui est bien différente de la vie que vous pouvez peut-être avoir ici. Donc ça a marqué plusieurs de ces bouquins. Et donc voilà, donc, si vous êtes intéressé. Voilà, c'est dans le hall, près de la cafétéria, voilà, dans 5 minutes à peu près. Oui. Ouais, et puis ça permettra de continuer éventuellement quelques échanges. Voilà. Très bien. Merci beaucoup.